Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir le cours des troubles sexuels. Donc l'objectif de ce cours est de connaître les différents troubles sexuels, leurs causes et leurs traitements. Donc pour cela nous allons commencer par des généralités. Ensuite on va voir la physiologie de la réponse sexuelle, les différents troubles sexuels qui sont les dysfonctions sexuelles, les paraphilies, l'hypersexualité et les dysphories de genre. Et enfin on va voir les moyens thérapeutiques de ces troubles. Donc le terme sexualité englobe les phénomènes de la reproduction biologique des organismes, les comportements sexuels permettant cette reproduction, et enfin les nombreux phénomènes culturels liés à ces comportements sexuels. Donc chez la plupart des animaux, le comportement sexuel correspond seulement à un comportement de reproduction. La fécondation est le but fonctionnel de ce comportement. Par contre, chez l'homme, la sexualité a d'autres significations et d'autres buts. Donc ça peut être par exemple la recherche du plaisir sexuel, comme ça peut être aussi un symbole du pouvoir, d'une valeur ou d'une place sociale de l'individu, par exemple les rois qui ont un harem au sein de leur château. Donc la sexualité est influencée par les époques, les cultures, les croyances et les représentations sexuelles. C'est pour cela qu'il n'est pas toujours facile de définir une norme en matière de sexualité. La sexualité dite normale fait partie de la bonne santé de tout individu et un trouble de l'une de ses composantes physiologiques expose l'individu à des souffrances psychologiques parfois importantes et parfois cause de dépression. Aussi, les troubles du comportement sexuel peuvent être responsables de conduites délictueuses, voire de crimes sexuels. C'est le cas par exemple de la pédophilie. Maintenant, on va voir la physiologie de la réponse sexuelle. Donc, voici les différentes phases de la réponse sexuelle. Donc on a d'abord le désir sexuel, ensuite on a la phase d'excitation, la phase en plateau, l'orgasme, la phase de résolution et enfin la période réfractaire. Donc le désir sexuel, c'est le souhait d'avoir des rapports sexuels. Il peut être soit spontané ou déclenché par des activités fantasmatiques, par une stimulation des zones érogènes. Il y a aussi des facteurs incitateurs des désirs sexuels qui sont hormonaux, comme la testostérone et l'estrogène, ou psychiques, l'attirance ou le sentiment amoureux. La deuxième phase, c'est la phase d'excitation. Donc chez l'homme, c'est l'établissement de l'érection. Donc le pénis devient ferme et élargi. Et chez la femme, c'est la lubrification vaginale, la tumescence du tiers inférieur du vagin qui va s'accroître en longueur. On a une augmentation du volume du clitoris et des petites lèvres. Donc les grandes lèvres sont écartées. Donc durant la phase d'excitation, on observe une élévation du rythme cardiaque, 100 à 120 battements par minute pendant l'excitation, une augmentation de la tension artérielle systolique de 3 à 10 points, on a une hyperventilation, une augmentation du tonus musculaire, et au niveau cutané, on a une rougeur et une augmentation de la sensibilité. La troisième phase, c'est la phase en plateau. Donc pendant cette phase, les phénomènes de la phase d'excitation que nous avons vus restent stables au maximum de leur développement. C'est durant cette phase qu'il y a la réalisation de l'acte sexuel. Ensuite, on a l'orgasme. Donc on peut définir comme la manifestation globale de l'organisme dont la composante la plus importante est une sensation de plaisir intense. Donc il est contemporain de l'éjaculation chez l'homme. Par contre, chez la femme, le clitoris se rétracte, le vagin subit une dizaine de contractions involontaires, le périnée et l'utérus se contractent par saccades, et chez la femme, il n'est pas systématique par stimulation vaginale lors des rapports sexuels, sauf qu'il s'agisse d'un problème pathologique, les plus systématiques lors de la stimulation clitoridienne. L'orgasme s'accompagne d'une sensation de perte de contrôle associée à des manifestations neurovégétatives, sont des frissons, rougeurs cutanées, respiratoires, mais aussi vocales ou motrices. La phase de résolution. Donc pendant cette phase, les phénomènes de la phase d'excitation diminuent rapidement pour les hommes et pour les femmes, cette phase est plus lente. La période réfractaire, elle correspond chez l'homme à une impossibilité de réinitier une érection après l'éjaculation. Elle est de durée variable selon les hommes et les circonstances. Elle s'allonge avec l'âge. Donc la femme n'a pas de période réfractaire et peut avoir plusieurs orgasmes successifs. Donc cela est dû au fait que chez la femme, il n'y a pas d'éjaculation, donc elle n'a pas vraiment besoin d'une période réfractaire pour réinitier un autre rapport sexuel. Donc là, on a deux schémas comparatifs entre la réponse sexuelle chez l'homme et la réponse sexuelle chez la femme. On peut voir que la seule différence
et la période réfractaire qui est présente chez l'homme et pas chez la femme. Donc l'activité sexuelle met en jeu ces effecteurs périphériques qui sont les organes génitaux, les zones érogènes, mais aussi leur vascularisation, leur innervation et des voies et centres médulaires et cérébraux. Donc l'érection est un phénomène vasculaire actif faisant intervenir la musculature lisse des corps caverneux. Sa commande nerveuse est parasympathique, des médiateurs spécifiques intracaverneux tels que l'oxyde nitrique y participent. La commande périphérique de l'éjaculation est sympathique. Donc, au niveau cérébral, parmi les neuromédiateurs, on a la dopamine, qui est celui du plaisir et probablement du désir, tandis que la sérotonine est plutôt anti-libido et retarde l'orgasme. Donc, la physiologie sexuelle nécessite que la testostérone ne soit pas effondrée chez l'homme, tandis que chez la femme, désir et plaisir seraient aussi sous la dépendance du peu de testostérone produit par la surrénale. Maintenant, on va voir les différents troubles sexuels. Donc, les troubles sexuels comprennent les dysfonctions sexuelles, les paraphilies, l'hypersexualité et les dysphories de genre. On commence par les dysfonctions sexuelles. Donc, les dysfonctions sexuelles sont décrites en référence à la phase de la réponse sexuelle qui est altérée. Donc, on décrit donc dans les deux sexes les troubles du désir, les troubles de l'excitation, les troubles de l'orgasme, auxquels il faut ajouter les troubles sexuels avec douleur. Donc, les dysfonctions sexuelles sont très fréquentes en population générale. Donc, on a 8 à 10% de dysfonction érectile, 15 à 30% d'éjaculation précoce, 2 à 4% de troubles de l'orgasme chez l'homme et 30% de troubles du désir et de troubles de l'orgasme chez la femme. Donc, clinique des dysfonctions sexuelles. Premièrement, les troubles du désir sexuel. Donc, on peut avoir soit une baisse du désir sexuel, et dans ce cas, il s'agit d'une diminution ou d'une absence totale du désir et de l'intérêt sexuel, soit on a carrément une aversion sexuelle. Donc, c'est des personnes qui ont un dégoût de la sexualité. Ils ne peuvent même pas s'imaginer en contact avec le sexe opposé. Donc, il faut penser toujours à éliminer systématiquement devant un trouble du désir sexuel une cause non psychique ou non psychiatrique de cette baisse du désir sexuel, et qui est le plus souvent un hypogonadisme. Deuxièmement, les troubles de l'excitation sexuelle. Donc, chez la femme, il s'agit de troubles de l'excitation avec bien souvent absence de lubrification vaginale et d'intumescence. Donc, ils peuvent être responsables de dyspareunie, sont fréquemment associés aux troubles du désir ou de l'intérêt sexuel. Donc, la ménopause, en l'absence de traitement substitutif, est un diagnostic différentiel non psychiatrique fréquent. Donc, les troubles de l'excitation chez l'homme, il s'agit de troubles de l'érection qui concernent 30% des hommes de plus de 50 ans. Ils peuvent concerner, donc il peut y avoir soit des difficultés à obtenir de l'érection, soit des difficultés à maintenir l'érection jusqu'à la fin de l'activité sexuelle, soit une diminution de la rigidité de l'érection. Donc il y a des éléments qui peuvent nous orienter si la cause de cette dysfonction érectile est plutôt d'origine psychique ou plutôt d'origine organique. Par exemple, le maintien des érections matinales est en faveur de l'étiologie psychiatrique du trouble, de même que la sélectivité ou un ou une partenaire ou encore le caractère occasionnel de la dysfonction érectile. Donc, le trouble de l'érection chez l'homme est facilement identifiable. Donc, par contre, le trouble de l'excitation chez la femme est relativement difficile à étudier. En effet, les femmes elles-mêmes n'ont pas toujours une claire perception de leur niveau d'excitation physique. Il est difficile de différencier chez elles ce trouble d'un trouble du désir. Donc, la dysfonction érectile est la dysfonction sexuelle la plus étudiée, la plus traitée, la plus médicalisée, c'est-à-dire la plus entrée dans le champ de la médecine. Ceci est lié à son caractère très repérable, déjà cité, à son importance symbolique pour l'homme, être un homme ou non, et à la découverte récente de traitements médicaux efficaces de plus en plus perfectionnés. Maintenant, on passe au trouble de l'orgasme, le trouble de l'orgasme chez la femme. Donc, on a soit une absence ou retard persistant ou répété de l'orgasme après une phase d'excitation sexuelle normale. Il faut prendre en considération l'âge de la femme, son expérience sexuelle et l'adéquation de la stimulation sexuelle reçue. Il faut préciser aussi de quel orgasme il s'agit, clitoridien ou vaginal. Le trouble de l'orgasme chez l'homme,
Donc on a l'éjaculation retardée. Et dans ce cas, l'éjaculation intervient après une période d'excitation sexuelle subjectivement trop longue. Généralement, on parle d'éjaculation retardée lorsque ça dépasse 15 minutes. Et parfois, on a une anéjaculation, c'est-à-dire absence totale d'éjaculation. Il faut savoir qu'il est ennuyeux pour la satisfaction du patient qui tarde à venir ou ne vient pas, et celle de la partenaire habituelle qui n'apprécie pas d'être stimulée au-delà de ses souhaits. Donc c'est une cause qui est curable d'infertilité. Toujours les troubles de l'organe chez l'homme, on a l'éjaculation précoce ou éjaculation prématurée. C'est un trouble de l'éjaculation qui est persistant ou répété lors de la stimulation sexuelle minime avant, pendant ou juste après la pénétration et avant que le sujet ne le souhaite. Donc elle est banale lors des premiers rapports sexuels. C'est la dysfonction sexuelle masculine la plus répandue, 20 à 30% des hommes. Elle est assez toxique pour la relation de couple que la partenaire peut se sentir exploité par un homme qui lui semble prendre son plaisir sans se soucier d'elle. Maintenant, on passe aux troubles sexuels avec douleur. On a la dyspareunie. C'est des douleurs génitales persistantes ou répétées associées au rapport sexuel, soit chez l'homme, soit chez la femme. Donc, ce trouble est souvent associé à des lésions ou affections médicales, plus fréquentes chez la femme en raison des grossesses et de leurs complications, et peut être uniquement lié à des facteurs psychologiques. On a le vaginisme. Le vaginisme, c'est quoi? C'est des spasmes involontaires répétés ou persistants de la musculature du tiers externe du vagin, perturbant les rapports sexuels. Donc il s'agit d'un phénomène de type phobique. Donc il s'agit en fait de femmes qui ont peur de la pénétration. Donc ce phénomène était classiquement responsable de la non-consommation du mariage et pouvait soit durer des années, soit donner lieu à des thérapeutiques inadaptées et traumatisantes. Donc ils se soignent très bien, la plupart du temps, par un traitement cognitif comportemental simple, effectué par un gynécologue ou un sexologue. Donc voilà, vous avez dans cette image ce qu'on appelle les dilatateurs vaginaux. Donc comment on va les utiliser? Donc on les utilise dans le cadre de la thérapie cognitive comportementale. Donc comment on va les utiliser? Donc c'est des dispositifs donc, que la femme peut introduire dans son vagin. Donc on va demander à la femme de s'allonger, tout d'abord de se relaxer, par exemple en prenant une douche. Ensuite, elle va s'allonger dans son lit et va utiliser un gel lubrifiant pour lubrifier ses dispositifs. Et ensuite, on peut lui demander aussi de mettre un miroir devant son appareil génital, parce qu'en fait, c'est des femmes qui ont peu de connaissances sur leur propre anatomie. Donc le fait de mettre le miroir, ça va les aider à découvrir leur anatomie. Puis ensuite, on va leur demander d'introduire ces dispositifs dans leur vagin progressivement, en commençant par la petite taille, puis augmenter progressivement. Et avec le temps, si vous voulez, ces femmes vont vaincre cette phobie et cette peur va disparaître. Donc c'est une technique d'exposition. Donc étiologie des dysfonctions sexuelles. Donc premièrement, on a les causes psychiques individuelles. Donc on a les troubles mentaux. Donc, la plupart des troubles mentaux sont à l'origine de dysfonctions sexuelles, sauf la manie qui stimule, qui entraîne une hypersexualité, donc qui stimule la sexualité. Donc on a parmi les causes, on a l'anxiété sociale, la timidité, la phobie sociale, l'anxiété de performance, les traumatismes psychiques actuels, par exemple le viol, événements de vie défavorables, abus sexuels, maltraitance physique, psychologique dans l'enfance. Donc toutes ces causes peuvent être à l'origine de dysfonctions sexuelles. On a les causes psychiques de couple. Donc les messages positifs de l'un ou du partenaire renforcent puissamment la motivation sexuelle et le fonctionnement sexuel, et inversement, les messages négatifs les inhibent. Les problèmes et difficultés de couple passagers au plus profond sont par ce mécanisme des facteurs fréquents et puissants de dysfonction sexuelle, sont aussi, heureusement, très sensibles à des traitements de couple adaptés. Donc les affections médicales, donc la troisième cause, c'est les affections médicales et les substances, et la prise de substances. Donc toutes les maladies affectant le dispositif physiologique nécessaire à la sexualité peuvent entraîner une dysfonction sexuelle. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les AVC, la chirurgie de la prostate, les troubles hormonaux comme l'hypogonadisme, la carence en androgène. Toutes ces pathologies-là peuvent entraîner des dysfonctions sexuelles et la prise de substances, par exemple la prise de tabac, des substances illicites,
certains médicaments, comme par exemple les anti-hormones, les antidépresseurs et le neuroleptique, et à moindre degré, les divers traitements de l'hypertension. Donc maintenant, on passe aux moyens thérapeutiques de dysfonction sexuelle. Donc on a les psychothérapies. Il y a les psychothérapies individuelles, générales, qui sont peu adaptées. Les psychothérapies individuelles centrées sur la dysfonction sexuelle, qui sont d'inspiration essentiellement cognitivo-comportementale, comme la technique que nous avons déjà vue. Et les sexothérapies de couple, qui sont la plus efficaces, ou les plus efficaces. Et là, je vous donne un exemple d'une thérapie de couple, d'une sexothérapie de couple, ce qu'on appelle le Sensate Focus. Donc c'est une méthode qui est utilisée en couple et qui a prouvé son efficacité dans la prise en charge de la dysfonction érectile, de l'éjaculation précoce, du désir sexuel hypoactif, du vaginisme et de l'anorgasmie féminine. Donc elle consiste à quoi? Donc premièrement, il faut induire de la relaxation. Par exemple, on va demander au couple de prendre un bain chaud. Ensuite, les partenaires se caressent et se massent à tour de rôle sans toucher la poitrine et les parties génitales. C'est-à-dire qu'on va leur interdire de se toucher les organes génitaux. Donc l'attention doit se porter sur les sensations lors des caresses données ou reçues. Et bien sûr, le couple doit communiquer sur ce qui plaît et ce qui ne plaît pas durant cette séance. Et bien sûr, il y a interdiction d'avoir des rapports sexuels lors des séances, mais c'est accepté en dehors de celle-ci, lorsque l'envie vient naturellement. Donc, après plusieurs séances, on autorisera progressivement le massage de la poitrine et des parties génitales, les préliminaires et enfin les rapports sexuels. Il faut continuer à se focaliser sur ses propres sensations et celles de son partenaire. Il faut continuer aussi à communiquer ce qu'on ressent, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, pourquoi cette technique elle est efficace? Parce qu'en fait, imaginez quelqu'un qui a une dysfonction érectile, et l'origine de cette dysfonction érectile, c'est l'anxiété de performance. C'est-à-dire, il a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir une érection, et le fait d'anticiper cette dysfonction érectile va entraîner une dysfonction érectile. Donc, si on va dire à ce patient, vous allez coucher avec votre femme, mais vous n'avez pas le droit d'avoir un rapport sexuel. Donc, on a cette disparition de cette anxiété de performance, et pendant ce moment-là, pendant cette séance, il pourra avoir une érection. Donc c'est la même chose pour la femme qui est par exemple un vaginisme, qui a peur de la pénétration. Si on va lui dire vous allez coucher avec votre partenaire et vous n'aurez pas à avoir un rapport sexuel, donc il n'y aura pas de pénétration. Donc dans ce cas, cette peur de la pénétration va disparaître et la femme va apprendre à se relâcher et à ne pas contracter son vagin. Donc il y a aussi les traitements médicamenteux ou chirurgicaux. Par exemple, pour le traitement de la dysfonction érectile, elle peut être traitée par les androgènes en cas d'insuffisance avérée, par les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, qui sont le Viagra et le Cialis, qui favorisent l'action de l'oxyde nitrique. Donc en fait, c'est des médicaments que le patient doit prendre une demi-heure ou une heure avant le rapport sexuel. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des médicaments qui vont entraîner systématiquement une érection, c'est-à-dire cette érection, elle va survenir s'il y a une partenaire, s'il y a une envie d'avoir des rapports sexuels. Donc il y a les vasodilatateurs actifs qui peuvent être utilisés par injection intracaveineuse, comme la papaverine ou la prostaglandine. Et enfin, il existe des prothèses péniennes semi-rigides, malléables ou gonflables à insérer chirurgicalement dans le corps caveineux et que la personne va gonfler en fait lorsqu'il veut avoir un rapport sexuel. Pour le traitement de l'éjaculation précoce, donc l'éjaculation précoce, elle peut être traitée par les inhibiteurs sélectifs de la sérotonine ou la clomipramine à des doses souvent faibles, à la demande ou en continu. Donc maintenant on passe aux paraphilies. Donc pour désigner les déviations de la sexualité, on utilise depuis longtemps la dénomination de perversion sexuelle. Donc les nosographies actuelles proposent d'autres appellations, par exemple trouble de la préférence sexuelle ou paraphilie. Donc les paraphilies sont des conduites sexuelles en rupture avec les pratiques sexuelles culturellement admises. Elles sont répétitives, vécues sans culpabilité et généralement exclusives. Donc c'est une véritable impuissance à éprouver l'orgasme sans la présence d'un environnement, d'un objet précis ou d'un comportement particulier nécessaire à l'excitation sexuelle.
En fait, pour faire la part entre dysfonction sexuelle et paraphilie, dans les dysfonctions sexuelles, l'objet du désir est normal, c'est-à-dire un homme qui désire une femme, d'accord? Mais la réponse sexuelle, elle est altérée. Donc, soit il n'arrive pas à avoir une érection, soit il a une éjaculation précoce, soit il n'a pas d'éjaculation, etc. Donc, c'est la réponse sexuelle, si vous voulez, qui est altérée. Par contre, dans les paraphilies, la réponse sexuelle, elle est normale. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont des érections, qui ont des éjaculations tout à fait normalement. Mais le problème il est situé où? Dans l'objet du désir. Par exemple, un homme adulte qui va désirer un enfant. Donc là, l'objet du désir est pathologique. Donc on va voir quelques paraphilies, donc il y en a plein. On va voir les plus fréquentes. Donc on a le fétichisme, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le sadomasochisme, la pédophilie et le transvestisme. Donc c'est des pathologies qui sont fréquentes, surtout chez l'homme, à l'exception du masochisme qui est plus fréquent chez la femme. Il arrive qu'une seule personne puisse présenter à la fois plusieurs paraphilies. Donc beaucoup de paraphiles exercent des professions qui favorisent la réalisation de leurs tendances cliniques, donc le fétichisme. Donc, le fétichisme se définit par la dérivation de l'instinct sexuel vers un objet matériel qui seul sera susceptible de déclencher un scénario orgastique, auto-érotique ou avec un partenaire dont le rôle n'est qu'accessoire. Donc il est exclusivement masculin et il est rare chez la femme. Donc il s'agit le plus souvent d'un objet inanimé, manipulable, par exemple article vestimentaire, un sous-vêtement, chaussure, ou un objet avec une symbolique sexuelle, par exemple une poupée. Parfois l'attraction du fétichiste se fait vers une partie du corps, par exemple les cheveux, ou le plus souvent les pieds. Quelquefois même vers une difformité. Parfois la quête du fétiche peut aller jusqu'au délit, par exemple vol de lingerie, section de natte, etc. Donc dans le fétichisme, en fait le fétichisme c'est quoi? Donc c'est des personnes, le plus souvent des hommes, qui ne s'intéressent pas à la femme tout entière. Soit ils vont s'intéresser à une partie de la femme, par exemple les pieds, les cheveux, etc. Soit ils vont s'intéresser, c'est-à-dire l'objet de leur désir, c'est carrément un accessoire et pas la femme elle-même. Par exemple des chaussures, des sous-vêtements, etc. Donc cette attirance ou ce désir, il est exclusif. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va désirer la femme et en même temps il préfère une partie. Mais c'est carrément, c'est une personne qui préfère juste cette partie du corps ou juste cet accessoire qui l'excite. Donc maintenant on passe à la deuxième paraphilie qui est l'exhibitionnisme. Donc c'est la tendance répétée à exposer ses organes génitaux à des personnes étrangères de sexe opposé, souvent dans des endroits publics, isolés ou peu éclairés. Donc cette exhibition ne s'accompagne d'aucune autre demande, elle est suivie fréquemment d'une masturbation. Donc c'est la frayeur et la peur du témoin qui accroissent l'excitation. Donc là aussi c'est des personnes, donc qu'est-ce qui les excite? C'est le fait d'exposer leurs organes génitaux. Par exemple, s'il y a une personne qui leur propose carrément d'avoir des rapports sexuels, ça ne les intéresse pas. Donc ce qui les excite, c'est le fait d'exposer leurs organes génitaux à des personnes qui sont le plus souvent non consentantes. Donc le fétichisme, on passe au voyeurisme. Donc c'est la tendance répétée à observer à leur insu des personnes pendant qu'elles se déshabillent, qu'elles se livrent à des activités sexuelles ou intimes. Et là, la personne a pu utiliser des jumelles, des jeux de glace, des trous dans les murs. Donc le voyeur se masturbe pendant pour arriver à l'orgasme. Le caractère illégal ou secret de son activité augmente son excitation. Le sadomasochisme, et dans ce cas, l'activité sexuelle a besoin d'une certaine violence pour s'accomplir. Dans le masochisme, c'est la nécessité de vivre l'humiliation ou la douleur au cours d'une activité sexuelle, par exemple le fait d'être attaché, battu ou livré à la souffrance par d'autres moyens. Et le sadisme, le sujet exécutant un asservissement, une humiliation ou douleur pour parvenir à une excitation sexuelle, ce qui explique dans certains cas le viol. Par exemple, ces personnes qui violent, ces hommes qui violent des femmes, si elles ont une femme qui est consentante, ça ne les intéresse pas. Mais le fait d'utiliser la violence pour avoir le rapport sexuel, c'est ça en fait qui les excite, et ce qui explique le viol. Donc la pédophilie, donc c'est l'attirance sexuelle pour les enfants d'âge prépubère moins de 13 ans. Et là, il faut faire la part entre pédophilie
et relations sexuelles avec mineurs sont deux choses différentes. Donc les relations sexuelles avec mineurs, c'est-à-dire les femmes qui ont moins de 18 ans, elles sont interdites par la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui a 30 ans, il n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui a 17 ans, par exemple. D'accord? Mais là, ce n'est pas de la pédophilie, parce qu'en fait, une femme qui a 17 ans, c'est une femme, c'est pas un enfant. Mais puisqu'elle est mineure légalement, il n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle. Par contre, la pédophilie, c'est le fait d'être attiré par des enfants, c'est-à-dire préadolescents, c'est-à-dire dont l'âge est inférieur à 13 ans. Donc ça, c'est la pédophilie. Donc le groupe des pédophiles est hétérogène. Donc il y a la pédophilie exclusive, c'est-à-dire le seul mode de sexualité pendant toute la vie, ou non exclusif, et parfois compatible avec une vie de couple stable. Il y a la pédophilie bisexuelle et la pédophilie hétérosexuelle qui est la plus fréquente. Donc, les victimes sont le plus souvent des filles de l'entourage, par exemple famille, voisins, milieu professionnel. Et il y a la pédophilie homosexuelle qui est souvent exclusive. Donc on distingue trois types de pédophiles, les pédophiles séducteurs et manipulateurs, les pédophiles agressifs et les auteurs d'inceste. Donc les pédophiles séducteurs et manipulateurs, c'est des pédophiles qui vont tenter de séduire et de manipuler les enfants pour avoir des rapports sexuels. Par exemple, un pédophile qui va ouvrir un magasin, par exemple, pour vendre des jouets ou vendre des bonbons. Et là, il aura plein d'enfants qui vont venir chez lui. Peut-être qu'il va donner des cadeaux, des bonbons gratuitement à certains enfants, etc. Et là, si vous voulez, il va les séduire. Et après, il pourra avoir des rapports sexuels avec eux, avec leur consentement. Et bien, ça reste toujours interdit. Il y a les pédophiles agressifs. Et ça, je pense que tout le monde a vu des faits divers les concernant. Donc, c'est des personnes qui vont, par exemple, kidnapper des enfants. Ils vont avoir des rapports sexuels avec eux avec force. Et parfois, ils les tuent après. C'est ce qu'on appelle les pédophiles agressifs. Enfin, les auteurs d'inceste. Les auteurs d'inceste, c'est des personnes qui vont avoir des rapports sexuels avec des enfants de leur entourage familial et parfois même avec leur propre enfant. C'est ce qu'on appelle les pédophiles incestueux. Le transvestisme. Le transvestisme, c'est le port de vêtements spécifiques de l'autre sexe. Il apparaît généralement dès l'enfance et tend à évoluer du transvestisme partiel, comme le port de sous-vêtements féminins, au transvestisme total, où l'homme s'habille entièrement en femme, y compris maquillage et perruque, puis il y a masturbation devant le miroir, rarement une relation sexuelle avec un partenaire. Donc le transvestiste est un hétérosexuel qui ne met pas en doute son identité sexuelle, contrairement au transsexualisme qui veut vivre en tant que personne du sexe opposé. Donc l'aspect médico-légaux, donc est-ce que les paraphilies sont interdites par la loi ou non? En fait, ça dépend de quelle paraphilie. Donc si il s'agit d'une paraphilie où la personne va exercer euh, ce comportement, c'est-à-dire lorsqu'il est seul, il ne touche pas les libertés des autres, donc ce n'est pas interdit par la loi. Par contre, quand on commence à toucher à la liberté d'autrui, là c'est interdit par la loi. C'est le cas par exemple de quelqu'un qui va violer un enfant ou une personne qui va exposer ses organes génitaux devant des personnes qui n'ont rien demandé. Donc là c'est interdit par la loi parce qu'on touche à la liberté d'autrui, on touche à un enfant non consentant. Donc maintenant on passe à l'hypersexualité. Donc elle est définie par une fréquence excessive, croissante et non contrôlée du comportement sexuel, en règle non déviant, dont les conséquences sont négatives pour le sujet qui en est atteint. Donc l'hypersexualité peut être le symptôme soit d'un trouble psychiatrique, par exemple d'un épisode maniaque, d'une maladie neurologique comme le syndrome frontal ou temporal, le syndrome de Klein-Levin, maladie de Parkinson traitée par agonisme dopaminergique ou parfois stimulation cérébrale profonde ou démence. Elle peut être liée aussi à une intoxication par une substance psychoactive, par exemple la cocaïne, l'amphétamine, les hallucinogènes, l'alcool, produits dopants à base de testostérone ou agonistes dopaminergiques prescrits en dehors de maladie de Parkinson, par exemple le syndrome des jambes sans repos ou adénome de la prostate. Donc maintenant on passe aux dysphories de genre, trouble de ce qu'on appelait avant le trouble de l'identité sexuelle ou le transsexualisme. Donc les dysphories de genre peuvent être définies par le fait d'avoir une identité de genre non conforme à son sexe de naissance, vécu dans un contexte persistant de souffrance. Donc la personne s'identifie de façon importante et persistante en genre opposé, en général depuis l'enfance, éprouve le désir d'avoir les caractères sexuels primaires
et secondaire du sexe opposé de vivre et d'être traité comme quelqu'un du sexe opposé ou l'absence d'anomalies biologiques ou génétiques. Donc l'identité sexuelle doit être distinguée de l'orientation sexuelle qui correspond à l'attirance érotique envers les hommes, les femmes ou les deux sexes. En fait, c'est des personnes qui, pour eux, ils ont le mauvais corps. Par exemple, une femme, mais dans sa tête, elle est un homme et elle doit avoir le corps d'un homme. Ou le contraire, un homme qui, dans sa tête, c'est une femme, et il doit avoir le corps d'une femme. C'est la différence de l'homosexualité. En effet, par exemple, un homme homosexuel qui a une attirance pour les hommes, il ne va pas vous dire je suis une femme. Il va dire je suis un homme et je suis attiré par les hommes. Donc, dans ce cas de la différence des genres, ce n'est pas ça. Donc, un homme il ne va pas vous dire je suis un homme et je suis attiré par le même sexe. Il va vous dire mon corps n'est pas le bon, je dois changer de corps, je dois avoir le corps de l'autre sexe. Ou est-ce qu'il y a aussi atteinte à un mineur. Donc, les aspects thérapeutiques. Donc, il existe certains traitements psychothérapeutiques, cognitifs et comportementaux qui peuvent être efficaces. Aussi, on a les médicaments, les anti-androgènes, qui peuvent être utilisés notamment chez les pédophiles, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à maîtriser leur pulsion. Donc, on peut leur donner des anti-androgènes pour diminuer, si vous voulez, leur pulsion sexuelle. Pour le traitement des dysphonies de genre, donc les personnes transsexuelles peuvent alors bénéficier d'un traitement hormonal puis chirurgical dans un contexte de suivi psychologique afin de faire correspondre leur anatomie au genre auquel elles ont le sentiment d'appartenir, c'est-à-dire il y a des interventions chirurgicales qui permettent à ces personnes-là de changer carrément de sexe. On commence généralement par un traitement hormonal et ensuite on passe à une intervention chirurgicale pour changer carrément le sexe. Et voilà, je vous remercie.